table ronde numéro 1. Merci d'être avec nous. Cette table ronde, ce sont des conseils à l'accompagnement personnalisé du patient. On va parler des entretiens pharmaceutiques, une dispensation renforcée et les traitements innovants avec le rôle du pharmacien. Alors, je vous présente rapidement Christian Saout. Vous êtes représentant des patients à la SHS? Non, pas du tout. Alors, j'ai été mal renseigné. Alors, c'est ça. Je vais vous demander peut-être le micro, comme ça vous allez pouvoir vous représenter. Non, je ne suis pas représentant des patients parce qu'il n'y a pas de représentant de quelque catégorie que ce soit au collège de la Haute Autorité de Santé. C'est le Parlement et notamment le Sénat qui l'a voulu ainsi. Donc ce sont des personnes qui sont nommées ès-qualité. Alors c'est vrai qu'ils ont un passé et pour certains d'entre eux un passif, mais ils ne sont pas là à cette cause-là. Ils sont là parce qu'une autorité indépendante se doit d'être pluridisciplinaire. Parfait. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent de 8 horizons différents. Très bien. Donc, vous représentez... Mais on ne peut pas nier que j'ai représenté les patients un temps. Je n'ai pas fait que ça dans ma vie. Vous avez fait tellement de choses. Voilà. Alors, on va continuer avec Corinne Imbert. On va quand même vous représenter, sénatrice de Charente-Maritime. Nous avons également Charles Wolf. Charles Wolf, vous êtes directeur de Sanofi Vaccin et de Sanofi France. C'est ça. Nous avons à nos côtés également d'autres personnes. On a Valentin Roche. Valentin Roche, vous êtes pharmacien officinal à Villeurbanne, c'est ça, dans le Rhône. Et nous avons également, bien sûr, Bruno Malen. Vous êtes le président de la section A de l'Ordre des pharmaciens. Alors, on va commencer peut-être par vous, Monsieur Saout. Oui, on commence par vous. Ça vous convient ou pas? Très bien, mais tout me va globalement. Tout vous va, ça c'est génial. Sauf si on dit des choses erronées sur la haute autorité. Alors bon, je ne sais pas si on va dire des choses erronées, mais pour vous déjà, on va commencer par un petit peu le propos que vous vouliez nous tenir un petit peu sur justement ce rôle de la haute autorité de santé et par rapport aux pharmaciens, à toutes ces nouvelles missions et à ces entretiens pharmaceutiques. Alors, notre rôle vis-à-vis de la pharmacie est un rôle qui se décompose d'abord, évidemment, et qui commence à la commission de la transparence, que c'est là où on évalue les produits de santé, on évalue aussi les vaccins à la commission technique des vaccinations. Et puis après, il y a peu de rôles sur l'exercice officinal de la part de la Haute Autorité de Santé. Il y a un rôle quand même de éclairer un peu la fonction de conseil des pharmaciens officinaux. On a publié en 2014 une recommandation, mais destinée aux patients d'ailleurs, mais qui n'a pas connu un succès extraordinaire sur le rôle, le dialogue qu'on pouvait avoir avec son pharmacien d'officine. Donc c'est un rôle qui se mesure probablement pas bien de l'extérieur, ni du point de vue des professionnels de santé, ni des pharmaciens, même si on a un dialogue assez poussé avec eux. Bon, néanmoins, qu'est-ce qu'on peut observer du point de vue qui est le nôtre? C'est quand même un exercice qui est aujourd'hui extrêmement varié et extrêmement plébiscité, que ce soit le rôle autour de l'entretien pharmaceutique, du conseil pharmaceutique, de l'intervention pharmaceutique dont on va parler dans la table ronde suivante. Tout ça sont des choses qui dépassent largement le célèbre gardien des poisons qu'était le pharmacien autrefois. Donc c'est un rôle extrêmement diversifié. C'est même un peu une incarnation de la santé publique avec les fonctions d'aller vers qu'on trouve très présent évidemment dans la vaccination et dans les TROD notamment, qui consacrent un peu ce point de contact dont a parlé Madame la sénatrice tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un rôle de collecte et de sécurisation des données de santé qui n'est pas négligeable de la part de ces pharmaciens. Donc, c'est un rôle aujourd'hui extrêmement diversifié, extrêmement innovant dans ces différentes dimensions et qui est quand même plébiscité par nos concitoyens. Personne ne se plaint de ces évolutions. Et tout le monde est un peu étonné quand il n'y a pas de créneau à la pharmacie pour une vaccination. Donc ça change quand même profondément le regard qu'on a sur l'officine de pharmacie. Même si c'est vrai, ce bilan très global, à la fois en France et dans les pays européens, est parfois atténué par le sentiment qu'on a de ne pas trouver tel médicament disponible. Mais je pense que les usagers, les patients
ne mettent pas ça au déficit des pharmaciens eux-mêmes, mais au déficit de ceux qui fabriquent ou qui approvisionnent. Donc je pense que c'est quand même une évolution très positive qui accompagne les besoins des usagers et la diversité de ces besoins-là aujourd'hui. Ça, c'est important. Alors, on a votre présentation oui. qui s'affiche en même temps. Hein. Oui, ça permet d'avoir un support sur ce que vous Quand vous m'avez apprenez. demandé le sentiment qu'on pouvait avoir du côté de la HAS sur cet exercice-là, il faut quand même bien reconnaître que c'est un exercice très encadré. C'est pour ça que j'ai mis tous ces petits cadres un peu baroques, mais néanmoins encadrants. Bon, en même temps, ce n'est pas une exception non plus en France. Quand on regarde les pays comparables aux nôtres, l'exercice pharmaceutique est toujours et a toujours été encadré par des règles, des recommandations. Ici, en l'espèce, des recommandations de bonne pratique. Elles sont assez nombreuses et variées, mais une fois encore, elles ne viennent pas forcément de la Haute Autorité de Santé. Elles viennent très souvent des sociétés savantes, qu'il s'agisse de la Société savante de pharmacie clinique, qu'il s'agisse dans des domaines très particuliers de distribution des antirétroviraux de la SFLS ou encore dans le domaine des anticancéreux de la SFPO. Donc il y a vraiment beaucoup de recommandations qui encadrent. Il y a aussi des réglementations spéciales, lois, décrets, règlements. Vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, c'est un domaine où l'exercice est très encadré. Pour avoir été magistrat administratif, j'ai jugé de cette merveilleuse écriture que constituent les tombées et retombées de la pharmacie avec 2500 habitants dans ces retombées qui justifient les autorisations d'ouverture. Donc c'est un maillage territorial très poussé, très important et qui donne effectivement ce sentiment de proximité d'une réponse de soins ou d'accompagnement. Voilà, donc ça c'est des éléments qui sont très très importants. Et il y a aussi évidemment des rémunérations dédiées qui ont beaucoup évolué dans le temps et qui sont venues accompagner cette diversification, sans quoi on n'aurait probablement pas pu la trouver, parce que, comme chacun le sait, l'équilibre de l'officine de pharmacie est un équilibre toujours fragile et périlleux, et que c'est parce qu'il y a eu ces rémunérations qu'on a pu trouver aussi ces services. Donc ça, c'est un point extrêmement important dans le cadre général de l'exercice pharmaceutique, un élément décisif. Évidemment, il y a des nouveaux besoins, et quand on parle de besoins, on part toujours de ce bon Maslow, donc je n'ai pas hésité à vous mettre le visage de ce penseur des besoins. Ils sont très très importants et ils se creusent à la mesure où les déserts médicaux se creusent aussi, parce qu'évidemment, la demande, elle vient se porter sur l'officine de pharmacie quand il n'y a pas de réponse. Voilà. C'est aussi des nouveaux besoins en termes de surprescription. Il y a quand même besoin d'alerte à un moment donné sur des surprescriptions de médicaments. C'est aussi une fonction d'orientation qui est attendue par les patients, notamment dans les cas de sous-prescription, parce qu'on parle beaucoup des surprescriptions, mais on ne parle pas assez des sous-prescriptions, des gens qui bénéficieraient à avoir tel ou tel traitement. Et assez souvent, le pharmacien joue un rôle d'aiguillage pour accéder à ces prescriptions. Et puis des nouveaux besoins qui sont aussi très présents au plan quantitatif. Je n'insiste pas sur le vieillissement de la population en raison de l'âge que j'ai, mais comme un certain nombre d'entre vous dans cette salle, on va rentrer dans un âge plus important et le vieillissement de la population augmente le vieillissement des besoins. Et puis, il y a toujours malheureusement ces crises sanitaires, ces épidémies. Parfois, on vient d'ailleurs de traverser une période de grippe très importante en termes d'impact. Donc il y a toujours ces éléments-là qui justifient qu'on ait besoin et que ces besoins s'expriment aussi aux portes de la pharmacie. Les derniers éléments que je voulais vous communiquer sont autour de ce qu'on peut imaginer dans les perspectives à venir. Il me semble que, d'une manière générale, plus on s'approche de la prescription, plus on s'approche du soin lui-même au sens classique, plus il y a besoin de références, plus il y a besoin de recommandations. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si en accentuant ce mouvement de délégation, au fond, aux pharmaciens d'un nombre de choses qui étaient faites par d'autres professionnels de santé auparavant, on n'aura pas forcément besoin de recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui ne soient pas seulement issues des sociétés savantes, mais qui soient aussi issues de la Haute Autorité de Santé. Et je voulais rappeler à ce propos que la Haute Autorité de Santé accepte qu'il y ait des recommandations de bonnes pratiques qui soient des recommandations déléguées dès lors qu'il y a par exemple une société savante et qu'un cadre méthodologique d'élaboration des recommandations est publié. Ça donnerait ou ça accompagnerait peut-être les
les nouveaux exercices professionnels, la réponse aux nouveaux besoins. Je ne dis pas ça, Madame la sénatrice, pour que vous rajoutiez une 32e modification à l'article du Code de la sécurité sociale qui institue les compétences de l'HAS, parce qu'en 10 ans, il y a eu 31 modifications, en 20 ans plutôt, donc on en a assez. Mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité qui est ouverte, c'est que ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles puissent avoir le sceau de la HAS, parce que peut-être qu'elle soutiendrait plus facilement ces évolutions, elle soutiendrait peut-être aussi plus facilement les rémunérations nouvelles que certains d'entre vous attendent. Il reste des points évidemment importants qui sont du côté des ressources. Ce n'est pas le rôle de la HAS de s'y attacher, mais je tenais quand même à le faire remarquer. Et puis il y a peut-être des questions qui sont à arbitrer demain. Aujourd'hui, on a beaucoup dévolu de nouvelles tâches aux officines de pharmacie de manière générale. Mais peut-être qu'il y a aussi des questions de volonté de tel ou tel, ou de compétences d'un tel ou un tel. Je vois un certain nombre de professionnels des pharmacies faire des certificats, par exemple en oncologie, et ça destine évidemment plus particulièrement à s'occuper de ces personnes ou à aller plus profondément dans l'accompagnement de ces personnes que ne peut faire un médecin qui n'aurait pas telle ou telle compétence. Donc peut-être qu'il y a des questions de formation, de conditions matérielles aussi à réunir. Parce que quand même, aujourd'hui, quand on va à la pharmacie d'officine, qu'on veut s'entretenir de manière un peu approfondie, c'est parfois derrière une petite porte coulissante dans une pièce sans éclairage. C'est pas toujours formidablement organisé pour avoir un entretien confortable. Et peut-être que toutes les pharmacies ne peuvent pas faire cet effort et que certaines peuvent le faire. Donc voilà. Et puis dernier point sur lequel je voudrais beaucoup insister, il y a quand même un défi de littératie pour le patient. On insiste beaucoup, nous, à l'HAS, dans un certain nombre de nos travaux, sur les inégalités épistémiques, les ruptures dans la compréhension des choses, dans la compréhension du système de santé. Et probablement, il y a là des efforts qui sont à faire. Je le dis d'autant plus que notre recommandation de 2014 est maintenant un peu ancienne quand même. Elle a 10 ans d'âge. Elle mériterait d'être réécrite sur le rapport du citoyen, le rapport du patient, le rapport du client à son pharmacien, parce que les choses ont changé en 10 ans. Et il y a aussi probablement des éléments qu'on n'avait pas vus à cette époque-là, qui ne sont pas simplement que des explications de texte, qui vont plus loin que ça, plus profondément, qui vont parfois du côté du soutien y compris dans des dimensions psychosociales. Et je pense que c'est important de le redire dans un document comme celui-là. Vous le voyez, la place de la haute autorité et de son expertise scientifique dans tout ça, elle n'est pas aussi manifeste qu'on l'a vis-à-vis d'autres professions de santé. Mais si la profession le souhaitait, il y a évidemment des marges de progression dans ce domaine. Merci Christian Saoud. Donc on va continuer notre table ronde, la table ronde numéro 1, avec, je vais me tourner vers Corinne Imbert. On a parlé beaucoup de territoire, on a parlé de pharmaciens, on a parlé aussi des patients qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'avoir une oreille sur l'ensemble des territoires. C'est un peu le propos liminaire à ce que vous vouliez nous dire. Oui, tout à fait. Merci. Je pense que, en tout cas, c'est un sentiment qui apparaît de la part des patients. Je ne sais pas ce qu'en pense le président, mais de ne pas être assez écouté de la part des professionnels. Le ministre est parti, mais peut-être de ne pas être assez écouté parfois des médecins, au-delà de la difficulté d'avoir des rendez-vous, mais d'une manière générale, qu'on ne prenne pas assez de temps avec eux. Alors, on l'a déjà dit, la facilité d'accès à l'officine, même si pour des entretiens pharmaceutiques, bien sûr, ça se fait sur rendez-vous. Je crois que les pharmaciens ont cette capacité d'écoute. Ils l'ont toujours eu. Ils ont toujours pris le temps du conseil à leurs patients. Et ça, c'est reconnu. Donc, entre la facilité d'accès à l'officine et la capacité d'écoute des professionnels et de leurs équipes, parce qu'il faut aussi associer évidemment les équipes, je pense qu'il y a une reconnaissance, le pharmacien est repéré, et il est bien repéré. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a cette relation de confiance qui s'est installée et qui est à souligner. Donc une réponse de proximité, la confiance, et d'un autre côté l'écoute. Par contre, évidemment, pour les pharmaciens en exercice, ça prend du temps tout ça. Le revers, c'est qu'il faut prendre le temps. Et c'est pas toujours compatible parce que, vous l'avez dit, le métier, vous le savez tous, le métier a évolué, des nouvelles missions, et chacune de ces missions prend du temps. Elle impose évidemment de la formation, une montée en compétences, au-delà de des locaux
et des fois vous êtes contraint par ces locaux et donc qui nécessitent un espace de confidentialité. Il y a ce temps qui est important. Je crois que les pharmaciens ont cette capacité à faire. Voilà. Mais encore une fois, porter toutes ces missions, ça, mis bout à bout, c'est beaucoup aussi. Et on l'a vu avec les entretiens pharmaceutiques. Enfin, quand il s'agit de parler des anticoagulants, tout le monde y est allé. Puis après, quand on a parlé de l'asthme, un petit peu moins. Puis voilà. Donc c'est pas si simple que ça, mais je crois que l'écoute, elle est essentielle pour les patients parce qu'ils en ont vraiment besoin. Vraiment besoin d'écoute sur l'ensemble du territoire, dont on parle beaucoup de territorialité. Mais pour parler maintenant un petit peu des médicaments innovants, ces médicaments innovants, ils doivent être accessibles sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, c'est un peu un challenge de la pharmacie aujourd'hui de rendre accessible à toutes les personnes sur tout territoire. Bon, moi, j'exerce en Guyane française, donc même jusqu'en Guyane française, même dans les pharmacies qui sont livrées en pirogue et autres, on trouve des médicaments innovants. On les trouve grâce à un système performant de livraison. Mais c'est un challenge pour l'avenir parce que ces médicaments innovants, par leur coût, à un moment donné, ils risquent de peut-être ne plus être accessibles partout. Alors, il y a un vrai sujet avec les médicaments innovants. D'abord, ça a été, c'est peut-être une petite révolution industrielle, médicale, etc. C'est une chance pour les patients, évidemment, qui se trouvent en impasse thérapeutique. Et il y a eu un choix politique clair et fait dans notre pays, c'est-à-dire de permettre l'accès à l'innovation. Le législateur avait soutenu l'idée de l'accès précoce, c'est-à-dire un accès encore plus rapide au traitement. Et c'est une vraie chance pour les patients. Le revers de la médaille, c'est que ce sont souvent des médicaments chers. Ça, c'est l'aspect budgétaire, mais passons ce sujet-là. Ce sont des médicaments plus complexes à délivrer, avec parfois des conditions de conservation. Et donc là, ça renvoie à toute la logistique, parce que l'idée, effectivement, c'est que quel que soit l'endroit où habite le patient, il puisse avoir accès à ce médicament. Et puis là, il y a peut-être un effet, alors je ne vais peut-être pas être très politiquement correcte, tant pis, mais il y a des effets, moi, qui me remontent, et c'est les risques de recours ou d'indus demandés par l'assurance maladie, parce que le pharmacien aurait délivré un médicament onéreux qui ne soit pas forcément, j'allais dire, je vais faire ça un petit peu dans les clous de l'indication thérapeutique remboursable. Ce que je peux entendre de la part de l'assurance maladie. Mais vous êtes quelque part en bout de chaîne, vous êtes l'effecteur, vous avez une prescription, vous connaissez le patient, vous connaissez le prescripteur, ou en tout cas vous savez d'où vient l'ordonnance sécurisée, etc. Et ça veut dire une implication forte du pharmacien qui ça va demander du temps de contrôler que la prescription rentre bien dans les clous. Et aujourd'hui, moi, ce qui me remonte, c'est que parfois, on a des confrères, et ça peut s'entendre, qui ne veulent pas s'exposer à ce risque d'indu. Et ça, il y a un vrai sujet, parce que tous ces médicaments qui sont sortis de la réserve hospitalière et qui permettent un accès plus facile des patients à des traitements innovants, qui sont une chance sur le plan de leur santé, une chance de rémission, de guérison parfois, etc. Et là, tant mieux, il y a vraiment eu un choix fort politique, parce que c'est un choix politique, favoriser l'accès précoce, etc., avec toutes les garanties, évidemment. Et là, la HS émet son avis, bien sûr, indépendant et qui est précieux. Faut pas que, en tout cas, voilà, falloir qu'on accompagne bien les pharmaciens, qu'ils soient bien soutenus pour pas qu'on arrive à ce qui serait un peu dommage, c'est-à-dire de reculer par peur de l'indu. Chacun est dans son rôle. L'assurance maladie compte ses sous. Très bien. Mais attention à ne pas être le vilain petit canard alors que le patient a besoin. Donc je crois ça veut dire que quelque part, il faut du dialogue, il faut de la bonne information des laboratoires aux pharmaciens, peut-être de la bonne formation aussi, pour que ça soit un système gagnant-gagnant et pas un système où l'effecteur est pénalisé, parce que ça serait dommage. Justement, Charles Wolf, parlons un petit peu de ça. Quelles innovations vont arriver, les aires thérapeutiques, les formes galéniques en pharmacie, d'officine, et comment voyez-vous le rôle du pharmacien, et surtout rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur cette formation des pharmaciens sur ces médicaments innovants, ces nouvelles prises en charge, des médicaments qui sont souvent très coûteux.
Alors, la première chose, c'est effectivement, il y a beaucoup d'innovation parce qu'il y a beaucoup de besoins. Alors, je pense que c'est M. Saoud tout à l'heure qui a mentionné le vieillissement de la population et je pense que j'étais pas loin, il n'y a pas très longtemps, à un colloque de l'OCDE. C'est une réalité française, mais mondiale et majeure. Donc, globalement, en France, chaque année, on a 300 000 personnes de plus de 65 ans. Alors, je ne sais pas si les seniors, maintenant, ça démarre à plus de 65 ans, mais la baisse de notre capacité immunitaire, le développement de maladies chroniques, ça démarre à peu près, voire même un petit peu avant, à ces âges-là. Donc c'est un vrai enjeu avec un système de santé, avec un nombre de soignants qui est limité, qu'on mettra du temps à rattraper. Et à chaque fois, on a l'impression que la France, c'est la catastrophe. C'est pas du tout que la France. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et donc, il y a des innovations Sanofi a beaucoup d'innovations en France. On a quasiment 30% de nos investissements dans le monde qui sont faits en France. Et on a une grosse partie de notre portefeuille qui est sur les innovations pour les personnes âgées, pour les personnes à risque, et également pour, faire en sorte qu'il y ait un bien vieillir qui permette d'avoir une espérance de vie en bonne santé, avec un système de santé qui soit pas trop saturé. Donc ça, c'est important. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez des innovations, bien sûr, dans les vaccins, puisqu'on est dans l'immunologie et les vaccins. Donc vous avez sur des nouvelles cibles, donc le VRS, par exemple la bronchiolite. On a vu qu'on était capable de vraiment changer la donne sur la bronchiolite. Le VRS aussi, c'est sur la population âgée. Donc il y a ça. Il y a les sepsis, une des premières causes d'hospitalisation pour maladies infectieuses sur lesquelles on travaille. On est en phase 3 et ça, c'est vraiment des innovations en prévention qui peuvent changer complètement la donne sur notre système de santé et pour les patients. Et j'insiste bien sur les deux paramètres. Vous avez aussi ensuite, oui, alors les innovations peuvent être aussi complexes, mais elles peuvent aussi faciliter la vie du pharmacien. On travaille sur plusieurs combinaisons vaccinales, notamment donc, VRS et ce qu'on appelle le métapneumovirus dans les combinaisons pour éviter trop d'injections. Tout le monde sait que cette année, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, que le double bond de vaccination qui est arrivé, grippe, Covid, chaque année on essaie de faire un peu différemment sur ce bond, parce que c'est clé pour notre système de prévention, notre système de santé. Bon, et ça a généré du doute chez certains concitoyens, donc on travaille sur ces combinaisons avec les meilleures technologies pour chacune, parce que le Covid et la grippe ne fonctionnent pas de la même façon et on n'arrive pas forcément avec les mêmes technologies. Donc on a 3 combos en développement, dont un avec pour moi, en tout cas pour nos experts, les meilleures technologies, donc de la protéine recombinante sur le Covid, pour avoir une bonne réponse immunitaire et une très bonne tolérance, beaucoup moins de réactogénicité, puisque c'est une limite aujourd'hui à la couverture, et sur la grippe, un vaccin hautement dosé comme on a dans beaucoup de pays et qu'on espère avoir l'hiver prochain, après l'évaluation de la HAS qui est en cours. Donc ça, c'est des combinaisons aussi. Et ensuite, on a des choses complètement nouvelles. Typiquement, on travaille actuellement sur un système de prévention pour le diabète de type 1. C'est une innovation mondiale qui pourrait être quelque chose disponible pour les pharmaciens et qui permettrait de retarder le démarrage du diabète de type 1. Vous savez que en général, ça touche les adolescents. Donc c'est des années de vie assez compliquées et retarder le démarrage du diabète de type 1 peut vraiment changer la donne pour ces enfants-là. Donc on a vraiment beaucoup d'innovations autour de la prévention. Le rôle du pharmacien, il est majeur. Déjà, je voudrais vous dire quelque chose et je vous le dis avec beaucoup d'authenticité. 12 ans après être parti à l'étranger, je suis rentré en France il y a 2 ans. Les pharmaciens vous êtes vraiment formidables en termes de capacité d'adaptation. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours simple, mais vous avez un esprit que je nommerais d'entrepreneuriat de la santé. Alors, je ne sais pas si c'est la taille, si c'est finalement la difficulté qui vous a poussé à développer ça, mais globalement, votre capacité d'agilité, d'adaptation pour trouver des solutions constructives est vraiment formidable. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec plus de 6 vaccinations sur 10 grippe qui est faite en pharmacie au bout de quelques années, qu'on voit que 90% des Français vous font confiance, que 96% des Français considèrent qu'ils ont accès aux pharmaciens de proximité. Pour les innovations, le pharmacien, vous êtes clé. Et moi, je le vois, alors quand on a eu des programmes un peu spécifiques comme l'an dernier, ou cette année, on a eu des situations, par exemple, pour dépanner sur les derniers épisodes sur la grippe, je vois une capacité de relais et d'adhésion au changement des pharmaciens quand on propose des solutions qui est extraordinaire.
pour une population de 20 000 pharmacies. Je crois qu'il a dit 25 000, monsieur le ministre, mais néanmoins, cet ordre-là, c'est juste exemplaire. Il y a une capacité d'implémentation de masse proche de la population qui est vraiment clé. Donc, vous êtes clé. Je pense que vous êtes un atout pour le système de santé, bien au-delà de tout ce qu'a dit le ministre de la Santé, qui gagne à être valorisé peut-être plus, parce que je pense que c'est un atout de proximité. C'est important également de voir sur le terrain comment ça se passe avec vous, Valentin Roche. Vous êtes pharmacien d'officine, on l'a dit, à Villeurbanne. Comment vous projetez, vous, dans cet exercice quotidien qui intègre l'accompagnement des patients, mais qui intègre aussi les exercices coordonnés avec les autres professionnels de santé? On en a parlé avec ces médicaments chers. Des fois, on est hors AMM ou... Bon, s'il y avait eu peut-être plus de coordination à un moment donné, ben, ça n'arriverait pas. Donc, comment vous vous situez, vous, un petit peu sur toutes ces étapes? Alors déjà, pour commencer avec les nouvelles missions, déjà donc ces entretiens, ils sont là pour formaliser le travail qu'on faisait déjà au comptoir. En parallèle, moi, de mon exercice à l'officine, je suis aussi engagé dans le groupement auquel j'adhère. Et donc, on collecte régulièrement le retour terrain des officines. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est que cette formalisation de notre conseil via les entretiens, elle est assez compliquée à mettre en place. Il y a plusieurs barrières à l'entrée. Alors, pour ce qui est des entretiens courts, les entretiens femmes enceintes, les entretiens opioïdes qui viennent d'arriver, effectivement, ils sont assez faciles à mettre en place parce que on a moins d'étapes préliminaires à suivre pour les mener à bien. Pour ce qui est des entretiens longs, les entretiens asthme avec AOD, etc., c'est des entretiens qui sont plus difficiles, notamment parce qu'il y a plusieurs étapes à réaliser. Le bulletin d'adhésion avec le patient il n'est pas forcément très habitué à ce que son pharmacien lui parle d'un entretien à la pharmacie. L'économie aussi de l'officine qui se tend, et donc les équipes officinales, elles sont parfois assez peu nombreuses en termes d'effectifs. Donc aujourd'hui, on demande la même chose aux équipes pour des équipes qui sont en même nombre, mais par contre, on leur demandait en plus de réaliser des entretiens pharmaceutiques. Parfois, c'est compliqué. Donc elles en font peu souvent, elles ne sont pas forcément très à l'aise avec l'exercice. Et donc parfois, régulièrement, c'est un échec dans certaines pharmacies. Aujourd'hui, personnellement, moi, à la pharmacie, on a fait face à ces échecs-là. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est d'essayer de travailler par campagne à la pharmacie. Le but, c'est de réaliser tout au long de l'année les entretiens courts, les entretiens femmes enceintes opioïdes, mais par contre, de proposer mois par mois une thématique, proposer mois par mois, alors trimestre par trimestre comme on veut, hein, mais faire que de l'AOD pendant un mois, par exemple, et ensuite le mois suivant passer à un autre, à l'asthme par exemple. Le but, c'est que les équipes officinales, elles réussissent à plus être à l'aise avec cet entretien, plutôt que leur demander de faire tous les entretiens d'un coup, et finalement qu'elles en fassent peu de chaque par mois, et qu'elles soient un petit peu perdues et pas très à l'aise, et finalement qu'elles les proposent de moins en moins aux patients. Après, pour ce qui est alors on parlait tout à l'heure des traitements innovants. Les traitements innovants, c'est également, on pourrait le qualifier d'une nouvelle mission pour le pharmacien. On est aujourd'hui en deuxième ligne derrière le praticien hospitalier. Le patient sort de l'officine après être passé à l'hôpital, arrive avec son ordonnance. Avant, c'était le pharmacien hospitalier qui lui délivrait ce traitement. Aujourd'hui, c'est nous à la pharmacie. Le pharmacien hospitalier avait accès à son dossier hospitalier. Nous, on a plutôt accès à son dossier de ville. Et c'est vrai que c'est des molécules pour lesquelles on manque quand même de formation. On les connaît assez mal. C'est des molécules qui répondent à des maladies qui sont heureusement peu courantes, voire des maladies orphelines. Et c'est vrai qu'on pourrait également imaginer un exercice avec, par exemple, le professionnel de santé, enfin le médecin de ville, pour mieux accompagner le patient.
et du coup accompagner à lui offrir une meilleure prise en charge de ville. En revanche, c'est quelque chose qui nous demande du temps. C'est quelque chose qui nous demande du temps. Et aujourd'hui, libérer du temps pour les équipes officinales, c'est compliqué. Donc il y a quelques axes d'amélioration. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, monsieur le ministre en parlait. Il y a des logiciels qui aujourd'hui travaillent sur ces axes-là pour qu'il y ait une lecture automatique de l'ordonnance. Une pharmacie robotisée aurait directement les produits qui arrivent au comptoir, et ensuite le pharmacien, lui, contrôlerait la bonne délivrance des produits et ferait son analyse d'ordonnance. On a aussi des logiciels qui proposent des automatisations de commandes, des réceptions automatiques de commandes. Donc en fait, on a toute une dynamique de diminuer le temps nécessaire aux tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Et donc c'est vrai qu'il faudrait agir sur deux piliers qui sont effectivement celui que je viens de décrire, mais également augmenter la rentabilité des officines en améliorant l'économie de l'officine, ce que M. Pierre-Olivier Variot parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez multifactoriel la façon dont il faut qu'on s'approprie ces nouvelles missions, mais il n'y a que selon ces modèles-là qu'on arrivera vraiment à être efficace pour les mener à bien. Alors Bruno Malène, je vais me tourner vers vous. Vous êtes président de la section A de l'Ordre des pharmaciens. Alors quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit la chose suivante, vous m'avez dit que c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Et là, on vient d'entendre un petit peu toutes ces difficultés des uns des autres. Alors c'est bien ça, il faut que les pharmaciens se lancent, il faut qu'ils se réorganisent, qu'ils se forment, pour vraiment y aller, quoi. On y va. La transition est parfaite avec ce que Valentin vient de décrire et l'organisation mise en place au sein de son officine. C'est-à-dire qu'il a bien conscience qu'on a un nombre de nouveaux services à proposer et qu'on ne peut pas tout mettre en place en priorité, et donc il faut se les approprier petit à petit. Donc c'est ce que j'ai voulu dire avec cette formule, on apprend à marcher en marchant, en fait, donc petit à petit de les mettre en place, de se les approprier. Et je crois que c'est M. Saou qui, en propos liminaire tout à l'heure, a dit aussi que les pharmaciens se formaient en fonction de leur appétence dans différentes activités. Donc on a parlé aussi d'interpro. Donc l'interpro, c'est aussi peut-être d'être complémentaire entre pharmaciens, de façon à ce que ce que l'on fait, on le fasse bien, on se l'approprie petit à petit, de façon à le mettre en place à l'officine. Les nouvelles missions, enfin ce qu'on a l'habitude d'appeler les nouvelles missions, aujourd'hui la vaccination, finalement, elle a été portée par les patients. Il y avait une demande, on a commencé avec la grippe et puis ça s'est mis en place derrière avec la Covid. Il y avait une telle demande que de toute façon, on n'avait pas d'autre solution que de s'organiser et de le proposer. Donc c'est vrai que, alors merci de dire que le pharmacien est une espèce qui s'organise rapidement et qui est adaptable, mais je crois que quand c'est porté par les patients et que ça répond aux besoins des patients, finalement, ça se met en place très rapidement. Donc les nouvelles missions autour des bilans, le bilan de médication, c'est certainement plus difficile parce que finalement, les patients n'en ont pas souvent entendu parler. Les médecins n'en font pas la promotion. L'assurance maladie, parfois, fait des campagnes de sensibilisation. Mais finalement, on est seul, en fait, avec la mise en place et la promotion de ces entretiens. Donc là, on a parlé tout à l'heure d'équipe. C'est vrai aussi que la formation, elle doit apporter justement la réponse pour recruter en fait les patients et avoir le réflexe au comptoir, au même titre que lors d'une demande de conseil, le pharmacien est systématiquement et en mesure de répondre. Là, ce serait en mesure de proposer l'entretien adapté aux patients, parce qu'on sait qu'on n'a pas l'écosystème qui va nous aider de toute façon pour la mise en place des entretiens.
Donc à nous effectivement de nous organiser. Donc là j'entends une piste qui me paraît intéressante de les prévoir sur un calendrier, sur une année, par trimestre. Donc ça je trouve que c'est intéressant, mais c'est de cette façon qu'on pourra s'approprier en effet ces nouvelles missions. En tout cas, la communication est importante, hein, communiquer sur ce qu'on fait, dire ce que l'on fait et ce qu'on est capable de faire. Les pharmaciens, on ne le fait peut-être pas assez. Et c'est important, on en a parlé tout à l'heure avec les TROD, avec le ministre qui nous a expliqué qu'en réalité, de nombreuses personnes dans la population ignorent ce qu'une pharmacie peut proposer. Ils voient souvent le pharmacien seulement derrière son rôle de distribuer des médicaments, ce qui n'est pas le cas, on le sait. Mais toutes les autres missions, elles sont souvent méconnues. Donc vraiment, nous tous, on doit faire la promotion de ces missions, la promotion d'un métier qui évolue complètement, un métier qui est très élastique, hein, on l'a vu, puisque on peut, quand il y a des problématiques comme l'épidémie de Covid, être très rapidement sur le pont pour assurer un service public de qualité. Et ça, c'est quand même une grande force de la pharmacie. En complément peut-être de ce que le ministre a évoqué sur la communication et la connaissance qu'a le public, en tout cas des nouvelles missions, je fais passer le message à ma présidente du Conseil national. C'est vrai qu'aujourd'hui, les patients ont connaissance de ce rôle de prescripteur. Sauf qu'ils ont l'impression en fait, que ça s'adresse à tous. On a évoqué tout à l'heure aussi en amont l'évaluation à faire pour savoir qui est éligible, en tout cas au TROD et derrière à la prescription. Et je crois qu'il y a vraiment un travail de pédagogie parce qu'il y a une confusion, en tout cas dans l'esprit des patients aujourd'hui, où le pharmacien qu'on identifie presque comme un couteau suisse devrait être en mesure de répondre à toutes les demandes. Mais non, en fait, on se structure. On a écarté effectivement aux deux âges extrêmes de la vie les TROD parce que justement ça présente des risques et certainement le relais auprès du médecin. Et on doit travailler en collaboration. Je crois que j'ai aussi entendu qu'on n'avait jamais aussi bien travaillé avec les médecins et en n'ayant plus de barrières, en n'ayant plus en tout cas de préoccupation de savoir si le médecin va porter un jugement ou sur des préconisations. Donc aujourd'hui, on doit collaborer. Et c'est vrai que là, on a vraiment besoin de communication pour savoir ce que fait le pharmacien. Et il y a vraiment un défaut en fait, d'information sur toutes ces missions que le pharmacien peut offrir à la population. Comme l'a dit M. Saout, également des missions qui sont bien encadrées, donner des cadres à chaque chose pour que ces missions soient faites de la même façon, un peu partout dans toutes les pharmacies, de façon à pouvoir avoir de la reproductibilité, avoir quelque chose d'efficace, parce que c'est qu'en étant efficace et en étant performant qu'on peut justement avoir un service de qualité. Merci. La réponse, c'est la qualité qui est portée par l'ensemble de la profession, de façon à ce que justement la démarche qualité puisse être reproductible d'une officine à l'autre. Donc merci pour cette transition parfaite. C'est la base de tout, puisque c'est que comme ça qu'on pourra justifier notre efficience. Merci beaucoup. On va prendre tout de suite les questions parce qu'il est déjà 15h30. Alors il y a 2 micros qui circulent dans l'assistance. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Ah, monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions. Monsieur Gical, pharmacien dans la Sarthe. J'avais une question qui fait un focus sur la vaccination grippe. Cette année, on a été confronté à une épidémie très forte. La plupart des gens le savent, notamment les pharmaciens. On commande nos vaccins 9 à 10 mois avant de les recevoir. Donc on est un petit peu Madame Irma dans ce domaine-là, parce que quelles sont nos prévisions par rapport à ce qui peut arriver, ou en général, ce qui se passe, c'est qu'on se base sur l'année d'avant. Seulement, soit on est trop chargé en vaccins une année, soit on n'a pas assez. Cette année, on n'en avait pas assez. Précédemment, les grossistes notamment avaient des stocks tampons qui nous permettaient de nous dépanner en cas d'approvisionnement trop limité par rapport à l'épidémie qui était forte. Cette année, on n'avait pas ce filet de sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager à minima un stock tampon, soit État, soit grossiste, pour permettre de pallier au fait qu'on se trouve à court de vaccins au bout d'un moment? Merci. C'est pour moi ou
Je suis l'industriel. Oui, c'est 8 à 9 mois. Et effectivement, et c'est pour tous les producteurs. Et d'un point de vue production, notre usine de Val-d'Oreuil, nous, on a besoin d'un signal, c'est-à-dire d'un volume. Quel type de vaccin, quel volume. Normalement, pour tous les pays, c'est vraiment mi-mars. Pour la France, ça peut être un tout petit peu plus tard, mais c'est de cet ordre-là. Donc on a besoin, et c'est pour ça qu'il y a ce système de précommande qui permet de dimensionner l'outil de production et d'avoir le bon nombre de doses. Alors on a essayé on a supporté l'effort national là, dans les dernières semaines avec des doses en plus qui ont été reroutées d'autres territoires, mais c'est tout à fait pas souhaitable. Il faut vraiment qu'on se prépare là dans les prochaines semaines pour préparer la prochaine saison et savoir quelle quantité produire de quel vaccin. Sur le stock tampon, oui, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans d'autres pays, en France également, il y a quelques années. Et après, ce qui est très important, c'est d'avoir aussi un bon maillage territorial, puisque, comme vous savez, la campagne démarre avec une journée cible. Donc vous avez deux phases. Vous avez la phase de production et après vous avez la phase d'expédition, qui est extrêmement massive d'un point de vue logistique. Et donc qui doit être fait. Donc il peut y avoir un stock tampon qui soit à travers les grossistes, qui soit à travers un stock d'État, ce sera aux autorités d'y répondre, mais il faut un peu d'anticipation également sur la partie logistique. Mais après, gardez en tête ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 300 000 personnes de plus de 65 ans chaque année. Donc ça, il faut... Donc quelque part, on a une couverture vaccinale aujourd'hui de 52-53% sur les plus de 65 ans. Il faudrait arriver à se dire que chaque année, on gagne 2 points de couverture pour pouvoir... Donc, et après, j'en discutais avec certains d'entre vous, c'est là aussi où le pharmacien, et certains le font, et certains le font avec beaucoup de succès, doit encore aller plus vers le patient. C'est-à-dire que quelque part, la commande ou le calcul du nombre de doses dont vous allez avoir besoin, il doit être proportionnel à votre population. Et on a des outils qu'on propose aux pharmaciens quand on vous visite sur l'analyse de votre population, l'analyse du taux de vaccination, l'analyse de l'évolution des dernières années, d'un point de vue projection, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a deux choses. Il y a avoir un stock tampon et avoir aussi un pharmacien qui finalement devient responsable de sa population et de sa couverture vaccinale. Bien sûr avec beaucoup d'aide de support de notre côté s'il le faut, en termes d'outils, comment on convainc par rapport à la vaccination. Et ça, le pharmacien n'est pas forcément très habitué à cet aller vers. Il commence. Mais il apprend très très vite. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ça qui est bien. C'est ça. C'est l'élasticité de la pharmacie. Là. Une autre question. Pourquoi avoir complexifié l'extension des compétences vaccinales du pharmacien en nous autorisant la prise en main que d'une partie des vaccinations, notamment pas les vaccinations du voyageur, par exemple? Ça, c'est une question. Alors, peut-être la HAS ou vous, Monsieur Wolf, qui veut répondre à ça? La HAS, plutôt, non, mais... C'est pas de notre faute. Voilà. Ah, d'accord. Excusez-nous, parce que très souvent, on dit, mais c'est la HAS, donc c'est la réglementation qui est comme ça. Alors, nous, on a co-signé avec, je pense avec l'USPO, sur un franchement, c'est ce qu'on s'était dit, Pierre-Olivier, je crois qu'il y a eu un trou dans la raquette. Ça a été un oubli. Un bug. Il y a eu un bug. Donc je pense qu'il est vraiment très important de combler ce bug. Parce que le réflexe de vacciner, vous êtes une vraie chance. Moi, j'ai parlé de vieillissement de la population, mais il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent, et notamment le changement climatique, et qui fait que dans les voyages, on est de plus en plus exposé à de plus en plus d'infections et de maladies, pour lesquelles le pharmacien de proximité doit pouvoir conseiller ses concitoyens. Donc je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là, mais je crois qu'il n'y a pas plus d'explication qu'il y a eu un trou dans la raquette qu'il faut corriger, et c'est en cours avec la Haute Autorité de la Santé du Voyageur, c'est ça? Oui, nous, dans les DOM, on a besoin de cette autorisation, notamment en Guyane, parce qu'il y a des vaccins qu'on ne peut pas faire à cause de ce trou dans la raquette, comme vous le dites. D'autres questions? Oui, bonjour. Ah, il y a 2 personnes. Allez-y, monsieur. Bonjour. Donc Philippe Coville, président de l'association d'aide et d'information sur les fluoroquinolones. Moi, j'ai une question aux gardiens des poisons
parce qu'on est une association qui a regroupé aujourd'hui 900 victimes des fluoroquinolones, des victimes graves qui sont pour certains gravement handicapés, qui ne pourront plus jamais travailler de leur vie, qui sont à la charge de la société. Les études récentes de la NSM qu'elle garde sous le tapis depuis quasiment un an montrent que entre 35 et 50% des prescriptions actuellement en France, ce qui représente à peu près, sur l'hypothèse 50%, qu'1,2 million de prescriptions par an en France depuis 6 ans sont hors AMM, dangereuses, en violation de tous les principes de la médecine. Et donc je m'adresse aux gardiens des poisons pour savoir quelles solutions on pourrait enfin mettre en place pour que les prescriptions baissent. Elles ont baissé de 50% en Belgique en l'espace de 2 ans, de 50% en Allemagne en un an. En France, depuis 6 ans, les prescriptions sont à des niveaux catastrophiques, stratosphériques, et on ne veut rien faire. Le président du Conseil de l'Ordre a bloqué des mesures de sécurité en 2023 quand on est sorti dans la presse avec des chiffres scandaleux. Ça fait des victimes graves, extrêmement graves, des jeunes, des anciens à qui on prescrit ça alors que c'est hyper toxique pour les anciens. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ? Et je finirai par en remerciant l'USPO de m'avoir invité et de m'avoir déjà reçu sur ce sujet. Et je trouve ça, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'empoisonner les gens avec des choses qu'on sait depuis 35 ans qu'elles sont extrêmement toxiques pour la santé. Vous voulez répondre, Bruno Malen ? Oui, je ne sais pas si on vous apportera la réponse aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne les effets indésirables des fluoroquinolones, il y a eu des évolutions, en tout cas, d'information et en ce sens, aussi bien pour les prescripteurs, sur les conditionnements également, de façon à ce que nous, pharmaciens, nous puissions informer et mettre en garde les patients. Quand je vous écoute, je pense que vous jugez ça insuffisant à ce stade. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être au niveau de la prescription un travail qui est encore nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui, la réponse qui a été apportée, c'est celle-ci. Donc, mais à vous écouter, j'en déduis que c'est encore insuffisant. Deux fois plus que, structurellement, depuis au moins 5 ans, que l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Voilà, on est à 1 DDJ, à 1 DDJ par 1000 habitants, comparativement à 0,48 en Allemagne, 0,42 en Angleterre. Tout est fait au niveau du Conseil de l'Ordre pour faire semblant de ne pas savoir. C'est un tissu de mensonges dans toute la structure de santé. C'est un tissu de mensonges. Non, je ne parle pas au niveau des pharmaciens, je parle derrière. Quand l'accident est arrivé, on est sur... c'est un tissu de mensonges. On ment, tout le monde sait, tout le monde est au courant, on ment aux patients. Pierre-Olivier veut réagir. Je peux vous donner... Fort, d'accord. C'est en train d'être fait. Donc voilà, laissez-nous le temps de le faire. Et on a jamais voulu être trop long pour vous, mais croyez-nous, ça fait partie de nos préoccupations. On est en train de négocier. Merci. Une autre question. Merci, monsieur, pour votre réaction. Une autre question, monsieur. Oui, Nicolas Fauquet, donc le directeur général de Pharmasystème Qualité. On porte le projet OSIS qui a permis déjà la mise en place de la délivrance d'antibiotiques pour la cystite comme pour l'angine. On penche en ce moment et on prépare le passage en conventionnel, on espère, de nouvelles missions. J'avais une question qui était plus pour le côté ordinal. On constate qu'on manque de professionnels sur le réseau de pharmacie. On estime peut-être à 10 000 postes non pourvus. Est-ce qu'on n'arrive pas peut-être à la limite aussi de ce qu'on est capable de faire en pharmacie ? Enfin, je m'interroge vraiment. On arrive à absorber de plus en plus de nouvelles missions. Arrivera-t-on encore demain à porter ces nouvelles missions
On en demande de plus en plus aux pharmaciens. Alors, on y contribue à un côté PHSQ, donc, puisqu'on propose ces dispositions. Mais c'est une vraie question de notre côté aussi. Donc, si je comprends bien, Nicolas, la qualité, en tout cas, est en partie la réponse avec une officine organisée de façon à ce qu'on puisse mettre en place toutes ces nouvelles missions, n'est-ce pas ? Je préfère te le laisser dire, mais oui, c'est ça. Voilà, donc, et je pense effectivement, on l'a dit depuis ces 20 dernières années, l'organisation d'une officine et la démarche de l'officine a complètement évolué au regard de toutes les missions. Je pense qu'on travaille différemment. On peut aussi dégager du temps sur des missions qui autrefois étaient extrêmement chronophages, qu'on peut confier. Alors, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à l'IA, mais au moins les nouvelles technologies, de façon à ce que le pharmacien se dégage du temps. Enfin, pardon, mais autrefois, combien de pharmaciens passaient des heures à recevoir un commercial pour passer des commandes ? Aujourd'hui, on a plein de moyens pour cette partie de gestion des achats qui est aussi essentielle dans le bon fonctionnement de l'officine, mais qui permet aussi de le faire différemment et finalement de dégager du temps pour assurer ces nouvelles missions. Alors après, je ne suis pas sûr d'avoir aujourd'hui la réponse, est-ce qu'on sera encore en mesure d'absorber de nouvelles missions ? Mais tout à l'heure, je disais que le pharmacien a des obligations, enfin, le pharmacien doit assurer un certain nombre de missions, et après, il peut assurer un certain nombre de missions également. Et peut-être que pour bien les faire, on piochera parmi toutes ces missions, et ça peut répondre aussi à un besoin dans un territoire qui sera différent dans un autre territoire parce que l'offre médicale, elle sera suffisante et que finalement, si j'ai suffisamment de médecins, je pourrai plus facilement orienter. Donc voilà, donc c'est complémentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se priver en tout cas de nouvelles missions qu'on pourrait nous confier parce que on trouvera vraisemblablement le moyen de les mettre en œuvre et de piocher parmi un panel de services au bénéfice de la santé publique, en fait. Merci beaucoup. Alors, on va clôturer cette première table ronde. Merci aux participants. On peut les applaudir.